Bon, je vois le monde sont en train de dire d'où ils viennent. C'est très bien. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue à la série de webinaires de l'ACPI. C'est notre dernier webinaire aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Leslie Dell. Je suis conseillère pédagogique nationale pour l'ACPI. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui France Bourassa, de Montréal et un membre du CA de l'ACPI. Alors, France, je te passe la parole, puis dis-moi quand tu veux que je ferme ma caméra. C'est bon, merci. Je vais juste partager mon écran avec tout le monde. Partir ma présentation. Alors, bonjour tout le monde. Comme Leslie a dit, je m'appelle France Bourassa. Je suis une enseignante au primaire. Ça fait 23 ans que je travaille dans la région de Montréal pour la commission scolaire Lester B. Pearson. J'ai travaillé plusieurs années avec la maternelle, premier cycle. Et j'ai aussi été chargée de cours en formation initiale des maîtres à l'Université McGill. Je donnais le cours d'enseignement du français langue seconde immersion. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec Roy Lister. J'étais son assistante de recherche pendant quelques temps. J'ai fait ma maîtrise avec lui, puis on a présenté, pas ensemble parce que Roy Lister, c'est quand même une personne un chercheur qui a une renommée mondiale, mais dans certains congrès, lui présentait, puis moi, je mettais en pratique ses théories dans des ateliers avec des enseignants. Juste vous dire que je suis enseignante au primaire et puis c'est mon premier webinaire et je suis assez nerveuse et je suis pas habituée de parler pendant 40 minutes de temps sans me voir et sans avoir de rétroaction des gens. Alors, j'espère que vous allez aimer ce que j'ai à vous présenter. Ça vient du cœur, ça vient de la salle de classe, ça vient de mes 23 années d'expérience et puis je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous mes coordonnées à la fin de la présentation. Je ne veux pas les présenter maintenant parce que je veux éteindre l'enregistrement quand je vais partager mes coordonnées parce que je veux que ce soit juste pour vous. Et puis aussi pour ceux qui sont disponibles à 3 heures, si vous êtes intéressés, moi j'ai organisé un petit Zoom après. Comme ça, on pourra continuer de discuter puis je vais être capable de vous voir le visage puis ça va être super génial pour moi d'être capable de parler avec du monde au lieu de parler à du monde. Alors, je partage ça à la fin. Le but de mon webinaire aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de certains fondements théoriques de l'apprentissage d'une langue seconde ou étrangère dans le but de planifier des interventions pédagogiques plus efficaces en classe d'immersion pour les nouveaux enseignants. Pour les enseignants qui sont déjà en fonction, qui n'ont jamais reçu ou qui, il y a très longtemps, reçu une formation en didactique des langues, ou tout simplement pour les enseignants qui enseignent en immersion, qui ont déjà reçu de la formation, mais qui veulent un petit peu se rafraîchir la mémoire. Ce que je présente aujourd'hui, mon expérience, c'est surtout avec les jeunes, mais les fondements de l'immersion sont bons tant pour les jeunes que pour les ados, que pour les adultes. C'est sûr que dans une classe pour adultes, il y a quelques petits changements, là, mais si vous voulez rester après, on pourra s'en parler si vous êtes intéressés. La façon que je vais procéder aujourd'hui, c'est que j'ai préparé 10 petites capsules d'environ 4 minutes. Il y en a qui sont un petit peu plus longues, il y en a qui sont un petit peu moins longues. J'ai aussi inclus des petits segments de vidéos de l'approche intégrée de Roy Lister. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment moi, je mets en pratique certaines théories dont je vais vous parler aujourd'hui. Aussi, juste vous dire qu'à la fin de chaque petite capsule, je vais vous donner du temps pour des questions. Et c'est Leslie qui va modérer les questions. C'est elle qui va me dire s'il y a une question et qui va, je sais pas comment elle modère, mais c'est elle qui va modérer. Puis en passant, Leslie, tu peux éteindre ta caméra parce que je te vois pas du tout. Alors voilà, on commence avec des définitions pour rafraîchir la mémoire ou pour vous donner un petit peu de base pour pas la conversation, mais ce que je vais vous dire un petit peu plus tard. Donc, les premières choses que je voulais commencer, les premiers concepts que je voulais voir avec vous, c'était les connaissances implicites, explicites,
déclarative et procédurale. Vous allez voir, ma présentation est pas mal théorique. J'essaie de rattacher ça à ce qu'on fait dans la salle de classe, mais pour vous donner une bonne base de pourquoi on fait certaines choses dans la salle de classe, c'est important de vraiment aller en profondeur dans la théorie. C'est sûr que je peux pas aller très en profondeur dans la théorie parce que je vous parlerai pendant des heures de temps, puis c'est pas le but. C'est juste de vous donner un aperçu, puis je suis disponible après si jamais vous en voulez plus. Donc, pour ce qui est des connaissances implicites, ce sont des connaissances qui impliquent la mémoire à long terme, des connaissances qui sont plus automatiques, des connaissances procédurales. Je vais vous donner un exemple. Quand un apprenant dit « Hier, je suis allé à la plage, demain, j'irai au cinéma », on voit qu'il ou elle a été capable de faire la différence avec « à la » et de changer le « à le » pour O. La personne qui a dit ça peut ou non connaître la règle, mais tout ce qu'on sait, c'est que dans la tête de cette personne-là, ils savent qu'on ne dit pas « à le cinéma ». Par contre, une connaissance explicite, c'est une connaissance qui est plus contrôlée, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aller chercher de façon consciente l'information. Donc, ça implique plus la mémoire de travail, des connaissances déclaratives, ça implique un effort pour aller chercher et trouver l'information. Donc, une connaissance explicite, ce serait de connaître la règle que « à le » devient « au ». Qu'on n'utilise pas « à le » dans une phrase, mais qu'on utilise « au ». Et encore une fois, on peut être capable de dire cette règle-là, mais on peut, dans une phrase, quand on est en train d'interagir avec quelqu'un, oublier d'utiliser la règle et dire « Ah, je suis allé à le cinéma hier ». Ce sont des choses qu'on voit très bien. Ensuite, le prochain concept que je veux voir avec vous, c'est les concepts d'input et output. Lorsqu'on parle d'input, on parle de toute la langue que nous donnons ou que nous fournissons aux élèves, alors tout ce que eux vont absorber. Et lorsqu'on parle de output, on parle de tout ce que les apprenants vont produire, vont générer pour nous. Ça peut être tant à l'écrit qu'à l'oral. Ensuite, information ou conscience métalinguistique. Tout ce qui est information métalinguistique, c'est le fait de parler... Attendez, là, c'est parce que j'ai perdu mes notes. Quand on parle d'information métalinguistique, c'est de l'information sur le langage. Donc, la conscience métalinguistique, c'est d'être capable, d'être conscient qu'on est en train de parler du langage pour être capable d'améliorer le langage et de mieux comprendre le langage. Le prochain concept, c'est le concept d'interlangue, un concept très important dans la théorie de l'apprentissage des langues secondes. Donc, l'interlangue, c'est un stade intermédiaire dans l'apprentissage d'une langue seconde où structure et règles erronées côtoient structure et règles correctes. C'est en constante évolution. Il y a des éléments de langue maternelle et de langue seconde, et parfois aussi d'autres langues si on est plurilingue. L'input sert à générer les règles. L'output sert à tester ces règles dans l'interlangue. C'est individuel, donc chaque apprenant a sa propre interlangue. On n'enseigne pas l'interlangue, c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente dans le cerveau d'un apprenant. Mais par contre, dans les apprenants qui partagent la même langue maternelle, il y a certaines caractéristiques qui sont similaires les uns avec les autres. Attendez, je vais juste remettre mon timer parce que ma tablette s'est éteinte. Désolée. Ce qui est important de savoir ici, c'est que généralement parlant, la plupart des salles de classe n'offrent pas assez d'occasions pour tester les hypothèses langagières qui vont venir réorganiser l'interlangue. Donc, au fur et à mesure que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies pour justement être capable de
donnez la chance à vos apprenants d'aller réorganiser cette interlangue-là qui est si cruciale pour l'apprentissage de la langue seconde. Je passe au prochain concept. Le ROC, donc la rétroaction orale corrective. La rétroaction orale corrective, ben en fait, c'est tout, c'est toutes les façons qu'on va réagir à ce que les élèves nous disent. Et ici, dans ma présentation, c'est surtout dans ce que les élèves disent qui est erroné du côté de la langue ou de la sociolinguistique. Donc, rétroaction orale corrective, ROC, on va en parler un petit peu plus tard. La reformulation, c'est quand on prend un énoncé d'un ou d'une élève et qu'on un énoncé habituellement qui a une erreur dedans et qu'on le change un petit peu pour que ça devienne correct du point de vue de la langue, mais qu'on ne le rend pas nécessairement évident à l'apprenant. Donc, on va encore parler de reformulation plus tard. La négociation de la forme, c'est lors des conversations ou de pratiques. Ce sont de courtes interactions pour étayer une forme que l'apprenant n'a pas encore acquis ou automatisée. Si c'est bien fait, ça facilite l'acquisition de certaines structures se situant juste aux limites externes des connaissances d'un apprenant. Donc, ici, on est en train de parler des théories de Vygotsky, le I plus 1. Donc, ce que l'élève est capable de faire de façon indépendante, mais un petit peu passer ce que l'élève est capable de faire de façon indépendante. Ça aide les élèves à s'approprier certaines formes qu'ils ne seraient pas capables d'aller chercher autrement tout seuls. Prochaine définition, c'est celle de l'approche intégrée. Donc, l'approche intégrée, c'est l'incorporation d'objectifs linguistiques dans les programmes axés sur le contenu. Et souvent, l'approche intégrée, ben, c'est le contenu, l'approche réactive et l'approche proactive, qui est nos prochaines définitions. Donc, l'approche réactive, c'est comment on réagit et guide nos apprenants lors d'interactions. Et l'approche proactive, ce sont des activités planifiées pour adresser certaines lacunes ou problématiques langagières. Donc, nous allons parler d'approche intégrée et d'approche réactive et proactive un petit peu plus loin dans la présentation. Et finalement, le ciblage grammatical, ce sont des activités ou séries d'activités planifiées pour travailler un trait linguistique ou une règle. Alors, voilà mon segment sur les définitions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je donne un petit 20 secondes, lever la main ou faire un petit point d'interrogation. Je passe à la prochaine. Vous pouvez toujours, Leslie, tu peux toujours m'interrompre pour poser une question s'il y en a. Donc, ma prochaine section s'intitule « À la base ». Qu'est-ce qu'on voit dans une classe d'immersion? Qu'est-ce qu'on devrait voir? Donc, pendant que vous êtes en train de m'écouter parler et de voir les points que je vais mettre sur l'écran, j'aimerais que dans votre tête, vous cochiez ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Donc, des contextes authentiques, des activités significatives et contextualisées. Je pense que c'est pas trop difficile. Je pense que c'est la norme dans les classes d'immersion. En fournissant un contexte authentique, l'approche expérientielle ou actionnelle, dépendant des salles de classe, favorise les réseaux de représentation dans la mémoire, donnant accès plus rapidement aux connaissances stockées. Donc, il y a une raison pour laquelle on a choisi de prendre des contextes authentiques, c'est que ça vient vraiment favoriser l'accès à la mémoire. En d'autres mots, dans la mémoire, les informations sont associées à des expériences vécues, donc plus faciles à aller chercher. On veut voir un input clair, riche et varié. Il doit être adapté pour faire cheminer tous les apprenants. Donc, oui, c'est bon d'avoir du vocabulaire et des formes de phrases qui sont
plus étoffé, mais c'est encore important aussi de penser à nos petits apprenants qui ne sont pas nécessairement très bons dans la langue et d'avoir plusieurs niveaux en même temps de langue. Un output fréquent pour favoriser le dialogue élaboré. On veut bâtir le réceptif autant que possible au début pour accéder au productif. Donc, une fois le réceptif acquis, il y a la maximisation du productif et beaucoup d'occasions de pratique. Et ici, je vais m'arrêter pour vous dire combien c'est primordial, comment c'est important d'exiger la langue seconde dans la salle de classe. Il y en a beaucoup qui le font pas, il y en a beaucoup qui trouvent ça difficile. Oui, c'est difficile de, au début, forcer vos élèves à vous parler en français, à se parler en français, mais c'est primordial, c'est très important. Ils ont vraiment besoin de tout ce temps et de toutes ces interactions-là dans leur langue seconde, tant avec vous qu'avec leur père. Donc, il faut exiger la langue seconde tout le temps dans une salle de classe d'immersion française. Beaucoup d'interactions, de travaux collaboratifs entre les élèves. Et puis, finalement, ici, vérifier la compréhension souvent. Les élèves, là, au début, puis même en continuant, c'est rare qu'il y en a un qui va dire « Ah, j'ai pas compris! Ah, j'ai pas compris! » Quand ils n'ont pas compris, ils ont plutôt tendance à se recroqueviller à l'intérieur d'eux-mêmes puis de rien dire parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est vraiment important de vérifier la compréhension souvent avec une variété d'élèves, soit avec toute la classe. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est la technique du pouce. OK, montrez-moi que vous avez compris. Ceux qui ont des pouces élevés, je dis « Ah, OK, alors qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens juste de dire? » Ceux qui ont des pouces comme ça, bien, je demande à quelqu'un qui semblait avoir compris d'expliquer. Donc, on va vraiment vérifier la compréhension très souvent. Il faut situer les apprenants dans leur apprentissage d'une langue seconde, leur expliquer à quoi s'attendre et quelles sont nos attentes. Donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que dès qu'on commence à situer les apprenants dans leur apprentissage de la langue seconde, on est en train de commencer à cultiver leur conscience métalinguistique. Un des avantages d'apprendre une langue seconde, c'est justement le développement de la conscience métalinguistique. Il faut conscientiser l'apprenant sur l'apprentissage de la langue et ça vient travailler des liens dans le cerveau qui sont très importants à l'apprentissage et qui aident aussi à avoir une plus grande créativité et une plus grande malléabilité de l'incertain qu'on retrouve souvent dans les salles de classe. J'espère que je suis pas en train de parler comme du martien ici. J'espère que je vais pas trop vite puis que vous êtes capable de comprendre. N'hésitez pas à écrire des petits messages si jamais Leslie a besoin d'intervenir. Alors, beaucoup de dépannage dans la salle de classe. Peux-tu m'aider? Je ne comprends pas. Il faut enseigner aux élèves à se servir de ces phrases-là. Trouver un équilibre entre matière scolaire et enseignement de la langue. Beaucoup travailler le vocabulaire. Très important. On va voir ça un petit peu plus tard. Travailler aussi les formules apprises en bloc, donc des routines établies sur lesquelles on bâtit. On va encore parler de ça un petit peu plus tard. Beaucoup de répétitions. De la modélisation et répétition du modèle avec de la rétroaction orale corrective pour améliorer la précision. Fréquente rétroaction corrective à l'oral en général. Donc, quand les élèves prononcent des phrases erronées, c'est important de les corriger, pas tout le temps. On peut pas tout corriger tout le temps, mais c'est important de s'attarder un petit peu là-dessus. Se rappeler que zéro production ne veut pas dire zéro progrès. C'est pas tous les élèves qui progressent en même temps. C'est pas tous les élèves qui ont la même aise dans leur langue seconde. Donc, c'est important de comprendre. Ça veut pas dire d'arrêter d'essayer, mais ça veut dire que peut-être il faut leur laisser un petit peu plus de temps. Certains élèves prennent plus de temps à arriver. Trouver un équilibre entre exigence et support. Je sais, exigence,
Le mot exigeant, exigeante, exigence, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre, mais il ne faut pas avoir peur d'être exigeant et d'avoir des exigences claires et constantes. C'est important, ça donne des limites à nos élèves, puis ça leur donne des bases aussi. Différenciation de l'enseignement, comme n'importe quelle salle de classe, adapter ses exigences aux besoins individuels des apprenants. Établir une relation de confiance entre l'enseignant, l'enfant et la famille. Alors, cette communauté que vous créez dans votre classe est très importante. Et enfin, l'importance de valoriser tant la langue à apprendre que la langue maternelle. Donc, le fait qu'on est en train de leur demander de parler juste en français, c'est pas parce qu'on veut pas qu'ils parlent anglais, mais c'est vraiment parce qu'on veut qu'ils maximisent leur temps dans la langue seconde. Avant de passer à la prochaine section, je voulais juste voir avec vous l'hypothèse des seuils de compétences linguistiques de Commons. Donc, Jim Commons est un chercheur, un théoricien de l'apprentissage des langues secondes que j'aime beaucoup. Ce qu'on voit ici, son hypothèse des seuils, c'est que au fur et à mesure, sur l'axe horizontal, qu'on apprend une langue, il commence à y avoir des bénéfices cognitifs. Alors, au début, quand on est vraiment dans le stade d'apprentissage au tout début, eh bien, avant d'être capable de... Alors, en fait, je pense que je vais lire ce que j'ai écrit parce que je suis en train de tout me mélanger, là. Je vais juste lire ce que j'ai écrit. Alors, pour que le bilinguisme ait un effet positif sur le développement linguistique, cognitif et scolaire, les deux langues doivent continuer de se développer. C'est un bilinguisme additif. À partir du premier seuil ici, aucune conséquence négative à partir du premier seuil, donc d'ici à ici, où on est au 0, il n'y a aucune conséquence négative d'apprendre une deuxième langue. Par contre, si on essaie d'apprendre une deuxième langue, qu'on passe pas assez de temps dessus, ben c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de bénéfices qu'on peut aller chercher. Ici, lorsqu'on commence à être de plus en plus habile dans la deuxième langue, c'est ici que les bénéfices cognitifs commencent à s'accumuler. Donc, on veut s'assurer qu'il y a assez de pratique, que les élèves passent assez de temps, qu'ils ont assez d'exposition à la langue pour que, justement, ils commencent à avoir ces bénéfices. Je veux vous montrer une petite vidéo. Donc, je vais partir la vidéo, puis en même temps, je vais juste aller voir, j'ai mon téléphone qui a sonné, puis je me demande si c'est Leslie qui est en train de m'envoyer des petits messages, puis que je ne les reçois pas. Donc, juste un instant. Alors, c'est moi dans ma salle de classe il y a quelques années. C'est une leçon de science. 3 petites minutes là-dedans. C'est de l'eau tiède. C'est quoi de l'eau tiède? De l'eau dans le glace. De l'eau qui est à peu près la température de la classe. Oui. Je sais, vous êtes pas supposé penser. En fait, c'est penser à moi. Penser à moi. Est-ce que vous avez remarqué que le glaçon qui était dans l'eau, juste avec le sel, pas brassé, qu'il n'est pas encore fondu? Quel glaçon a fondu en premier? Peux-tu le dire avec des mots, Toby? Le glaçon. Comment on dit in en français? Dans. Dans quoi? Dans l'eau, pas le l'eau. Dans l'eau. OK. Dis-moi, arrête quand j'arrive là. OK. Alors, dans l'eau. Toby.
avec sel. Sirop brassé avec sel. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous pensez qu'il y a des glaçons qui fondent plus rapidement que d'autres? Est-ce qu'on peut dire ici que c'est la chaleur? Non. Non. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est la chaleur, le chaud? Benjamin? C'est ça, parce qu'on n'a pas utilisé d'eau chaude, on a utilisé de l'eau tiède pour les 4 traitements. Dans quelles circonstances est-ce que le glaçon a fondu le plus rapidement? Alors voilà, je voulais vous montrer cette vidéo parce que la prochaine petite capsule que je vais faire, c'est une capsule sur l'input. Alors, comme vous avez vu, il y a plusieurs sources d'input dans la classe, plusieurs façons que j'utilise pour que les élèves aient la langue. Alors, on va parler d'input maintenant. Alors, dans la classe, j'ai utilisé multiples stratégies d'étayage des gestes, de la répétition, des questions, un contexte stimulant. Ils venaient de faire une expérience de science, de la co-construction. Ils ont travaillé ensemble pour répondre à mes questions, beaucoup d'interactions, etc. Pour enrichir l'input, le plus les élèves sont exposés à un input en langue seconde riche, adapté et varié en contexte signifiant, le plus rapidement ils apprendront leur langue seconde, à condition que cet input évolue avec les besoins des apprenants. On a beaucoup parlé de l'importance de l'input. Là, on a vu de quoi ça a l'air avec la clip vidéo. C'est à vous à trouver comment enrichir l'input de la meilleure façon dans votre salle de classe. Est-ce que c'est avec de la littérature, de la musique, des expériences virtuelles, des projets de sciences, des invités? C'est important de varier et d'aller avec ce qui vous rend confortable, vous, et ce qui va rendre vos élèves heureux. Mais c'est important de toujours continuer à dialoguer avec vos élèves. Notre rôle en tant qu'enseignant, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de faciliter les processus cognitifs chez nos élèves et leur fournir un environnement riche. L'interaction est une source clé de l'apprentissage. Notre rôle en tant que modèle langagier, parce qu'on est un modèle langagier pour eux et souvent on est le seul modèle langagier qu'ils ont, c'est de prouver ou réfuter leurs hypothèses en interlangue. Et encore une fois, l'interlangue, c'est tout subconscient. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement conscient. Avec la conscience métalinguistique, on essaie de le rendre plus conscient, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver pour tous les élèves. Les taux de conscience métalinguistique sont très, très, très variés chez les élèves. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement, mais il y a des élèves pour qui ils ont une aptitude plus aisée, puis il y en a pour d'autres que la conscience métalinguistique, c'est très difficile pour eux. On ne le voit pas beaucoup. Donc, quand je dis qu'il faut avoir un environnement riche, c'est dans la langue et le contenu, c'est indissociable. Quand je dis qu'on est des modèles langagiers, l'input vient enrichir l'interlangue. Les interactions aident à restructurer l'interlangue de nos élèves. Là, je vais vous montrer 2 autres petits clips vidéo. C'est une leçon en art et vous allez voir comment, encore une fois, tout l'input que je viens de donner à mes élèves pour aller essayer de chercher le plus possible des interactions qui sont riches et qui vont aider nos élèves à progresser dans leur apprentissage de la langue. Alors, encore une fois, je change mon écran. Ça va prendre un petit 20 secondes ici parce que je dois changer de vidéo. Donc, ce sont les vidéos qui sont disponibles avec le texte de Roy Lister de l'approche intégrée. Est-ce que tu entendrais si tu étais là? Est-ce que tu entendrais? Eh bien, quand tes pieds marchent, marche sur quoi? Sur la neige, c'est le nez. Qu'est-ce que ça
fait quand tes pieds marchent sur la neige? Les amis, on va le faire ensemble. Ça fait... Exactement. Quoi d'autre est-ce que tu entendrais si tu étais là? Karina. Des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? Comment on appelle ça, les oiseaux? Ils peuvent faire plusieurs choses, les oiseaux. Chanter. Michel, quel bruit entends-tu? Le vent qui pousse les arbres, qui pousse les branches des arbres. Est-ce qu'on va entendre le vent dans les feuilles? Oui, qui pense que oui? Qui pense que non? Les amis qui disent non, pourquoi vous dites non? Il n'y a pas de feuilles, exactement. Pourquoi il n'y a pas de feuilles, Toby? Est-ce que la personne qui a peinturé ça a oublié de faire des feuilles? Non. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de feuilles, ma belle Catherine? Parce que c'est l'hiver. Moi, je veux dire bravo et merci, Toby, d'avoir levé la main et d'avoir donné une réponse. Oui, c'est l'hiver. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller marcher dans une forêt qui ressemble à ça? Oui. Qui peut me parler de son expérience? Je pense que j'aimerais que vous vous mettiez 2 par 2 pour parler de votre expérience d'avoir marché dans la neige en hiver. Mais avant de faire ça, je pense que ce serait important de trouver les bons mots pour être capable de parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire une toile d'idées. Quand tu fais une toile d'idées, excusez-moi, là, je vais juste avancer un petit peu. Coyote ou un renard? Dans ta maison ici à Pointe-Claire? Un coyote. Je pense que c'est plus un coyote. Oui, Christina. Cette peinture-là a été peinte par un peintre canadien. Et c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je voulais voir des peintres canadiens. Je vais juste encore une fois avancer un petit peu. Alors, vous avez vu la toile de mots. Donc, je suis venue étayer, je suis venue donner de l'information à mes élèves pour qu'ils soient capables de continuer de parler. Je regarde l'heure, puis il est déjà 2h35. Là, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Je bouge ceci, excusez-moi. Voilà. Oui, c'est beau. C'est beau. Pourquoi tu trouves ça beau? Parce que ça, there's no pattern dinosaure. Parce que ça ressemble à un dinosaure. Pourquoi est-ce que tu trouves que ça ressemble à un dinosaure? Parce que ici, c'est comme un petit peu comme des yeux. Oui. C'est comme un bouche. Oui. Et ça, c'est comme le forme d'un tête. OK. D'une tête, c'est féminin. C'est comme un dinosaure qui a fait. OK, d'accord. Oui. Oui, tu le vois, un dinosaure, moi aussi, je le vois. Shane. Ah, OK. Je vais juste me corriger. On ne dit pas le lot. On dit l'eau. 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 Je vais l'écrire l'eau. L'eau. On dirait la-eau. Vous savez comme moi, parce qu'en français, on aime ça avoir 2 voyelles une après l'autre. Non, OK? Alors, on enlève le A et on met une apostrophe et ça fait l'eau. Alors, voilà, comme vous avez vu, les élèves sont très engagés dans la leçon d'art. Mais en même temps, je suis en train de donner des explications de langue. Je suis en train d'améliorer leur conscience métalinguistique. Voyons, j'arrive pas à sortir d'ici. OK, voilà. Je suis en train de travailler la langue. Je suis en train d'intégrer langue et contenu continuellement. Puis autant que possible, oui, vous pouvez
donner un bel input riche dans la salle de classe, mais si c'est possible pour vous de continuer à l'extérieur de la salle de classe, de donner en devoir des petits défis à vos élèves, ben c'est très important. Il y a un outil qui a été créé par l'Université d'Ottawa, le passeport de prise de risque. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Je ne sais pas si ça a été adapté dans votre région pour les élèves plus jeunes, mais ma commission scolaire, cette année, avait un projet pilote, justement, d'adapter le passeport de prise de risque langagé. Et puis, ça a été vraiment quelque chose de riche pour aider à, justement, sortir de la salle de classe avec l'input. Là, je vais parler un petit peu de l'output. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je pense que ce qui est important de dire de l'output, c'est que, justement, c'est important de leur donner des occasions de parler parce que ça fait la promotion de la réorganisation de l'interlangue. Alors, quand ils sont en train de penser fort à comment dire quelque chose, ils sont en train d'aller chercher tellement de ressources dans leur cerveau là pour être capable d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Et puis, c'est justement quand ils sont avec leurs amis que c'est important d'exprimer ce qu'ils ont à dire parce que ce qu'ils ont à dire, ben c'est important parce que c'est leur interaction, ils sont en train de jouer, ils sont en train d'apprendre ensemble. C'est pas quand on est en train de faire des pratiques un petit peu de style répétitif qui vont beaucoup se forcer parce que ils sont juste en train de répéter. Et oui, c'est bon de répéter, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que c'est important aussi pour eux d'avoir la chance de se forcer pour être capable de s'exprimer avec leur père, avec les autres enfants de la classe. Et s'ils n'utilisent pas les bons mots, bien, les pères vont pas être capables de les comprendre. Donc, on veut les pousser. On veut faciliter l'automatisation des connaissances. Alors, on veut pas toujours que ce soit quelque chose de laborieux pour eux d'aller chercher cette information-là. On veut que, au fur et à mesure qu'ils s'en servent de plus en plus souvent, que ça devienne de plus en plus facile. Et c'est ça souvent que je dis à mes élèves en début d'année. Je leur dis, écoutez les amis, là, c'est difficile en ce moment. Vous avez besoin d'aller chercher vos mots loin. Vous avez besoin d'aller chercher tout plein de stratégies pour être capable de communiquer ce que vous avez à dire. Mais finalement, vous allez voir dans 1 mois, dans 2 mois, ça va être plus facile. Puis vous allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de parler français tout le temps. Je voulais juste faire un petit à côté pour vous dire que les vidéos que je vous montre, c'est une classe de première année. Je pense que c'était au mois de février ou mars. Et il y a beaucoup de ces élèves-là qui parlaient pas français quand ils ont commencé. C'est sûr, il y en a encore qui ont de la difficulté, comme le petit Toby, là, vous le voyez vraiment, qui est en train de chercher ses mots, mais c'est un élève qui est pas encore capable de lire. C'est un élève qui, même en anglais, a de la difficulté à s'exprimer. Donc, c'est important, vraiment, je le dis encore une fois, là, c'est important de leur donner toutes les occasions possibles pour faire du output. Et puis, ça favorise la co-construction du savoir parce que, bien sûr, on a notre langue à faire apprendre, mais on a aussi tout le contenu pédagogique à couvrir pendant l'année scolaire. Donc, on a besoin de planifier autant des occasions contrôlées que sociales d'output. Donc, quand je dis des occasions contrôlées, c'est des occasions où c'est plus moi avec les élèves qui est en train de dialoguer ou d'interagir. Et les occasions plus sociales, c'est vraiment quand ils sont ensemble, en train de faire des activités ou en train de jouer dans la salle de classe. À la récréation, je n'exige pas qu'ils se parlent en français. De toute façon, je suis pas tout le temps avec eux. Je peux pas les corriger s'ils parlent anglais. Mais dans la salle de classe, c'est, je vous dirais, à 99% en anglais. Et puis, encore une fois, l'interaction entre pairs est une occasion privilégiée d'output. Pour soutenir et encourager l'output, il y a le questionnement. Comme vous avez vu, je pose beaucoup de questions. Ça favorise l'application, ça vise le dialogue, mise en commun de leurs connaissances. Ça encourage les élèves à discuter et les aide à élaborer et préciser leurs pensées. Il faut aussi privilégier les questions ouvertes et l'expression des opinions pour augmenter le dialogue.
inciter les élèves à formuler des phrases complètes et de nouvelles questions et leur donner beaucoup d'occasions de pratique. Alors moi, je vous invite, pendant que vous êtes en train de m'écouter, à penser à des endroits, si vous ne le faites pas déjà, où vous pourriez commencer à poser plus de questions ouvertes, où vous pourriez avoir des discussions encore plus riches que ce que vous faites déjà dans votre salle de classe. On passe à la prochaine capsule. Alors, je vais juste vous donner 30 secondes pour lire ce qui est écrit ici et en même temps, s'il y a des questions, je donne un petit moment pour que Leslie soit m'écrive ou qu'elle me dise, qu'elle me lise les questions, s'il y en a. Donc, je continue. Je pense que... oups. Pas de questions encore. C'est beau. Merci, Leslie, j'apprécie. Donc, avec les jeunes, ils apprennent les concepts en même temps que le vocabulaire pour les nommer. Et puis, c'est important qu'ils comprennent autant la forme que le contenu. Et moi, ce que je retiens le plus dans la diapositive qu'il y a devant vous, c'est la dernière phrase. Le développement du vocabulaire, c'est donc beaucoup plus que l'apprentissage d'une liste de mots. Donc, juste leur donner une liste de mots à apprendre, c'est vraiment juste le dessus de tout ce qui est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vraiment c'est comprendre quand utiliser le mot, comprendre les connotations du mot, comprendre les multiples définitions d'un mot. Alors, pour bien comprendre des conversations de tous les jours, un apprenant doit connaître entre 95 et 98 % des mots rencontrés. Pour atteindre cet objectif dans une salle de classe en langage oral, un apprenant doit posséder entre 2000 et 7000 familles de mots. Alors, imaginez la difficulté de vos élèves à vous comprendre s'ils n'ont pas le 95 %. Et pour illustrer ça, bien, il y a la prochaine diapositive où j'ai coupé des mots. Essayez de lire. Alors, ça, c'est à 95 %. J'ai enlevé 5 % des mots de la diapositive. Et ici, j'ai enlevé 10 % des mots de la diapositive. Alors, quand on est en train de parler à nos élèves avec un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas, ben on est un petit peu en train de les mettre devant des trous dans nos conversations. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un input riche, d'avoir beaucoup de répétitions, mais aussi de beaucoup travailler le vocabulaire avec eux. White et Hurst, en 2012, ont trouvé que la majorité des programmes d'enseignement en langue seconde étaient loin d'atteindre les objectifs nécessaires à une communication efficace en ce qui a trait au vocabulaire et qu'il y avait un gros besoin d'améliorer l'efficacité des stratégies d'enseignement du vocabulaire. Pour pallier ces lacunes, Schmidt, lui, dit que l'enseignement du vocabulaire doit être planifié, que les apprenants doivent être capables de manipuler les mots pour bien comprendre le lexique, donc les faire jouer avec les mots, les faire voir les mots dans différents contextes, les faire réutiliser, utiliser, trouver des synonymes, etc. Les mots doivent être recyclés et réutilisés, comme je viens juste de dire. Et les stratégies telles que l'enseignement de la morphologie et les stratégies translinguistiques doivent être priorisées. Donc, la morphologie, c'est vraiment l'étude des familles de mots. Donc, les terminaisons, les radicaux, les affixes, les suffixes, les préfixes. Donc, en travaillant la morphologie, on est en train de donner un système à leur apprentissage du vocabulaire. Je pense que je vais je vais prendre le temps de vous montrer la petite vidéo. Ça vient illustrer l'importance du vocabulaire et comment on peut le travailler. Alors, donnez-moi un petit 30 secondes. Ça, c'est la vidéo 4.
Attendez, je vais juste m'assurer que c'est bien la vidéo 4. Oui. Une petite fille, elle alla s'asseoir sur un rocher. Attendez, je vais juste rebobiner 30 secondes. On appelle ça une plante 10 secondes. carnivore. C'est alors qu'il aperçut une petite fille. Elle alla s'asseoir sur un rocher, puis sortit un livre de son sac. Le gros monstre jeta aussitôt un horrible cri qui chassa tous les oiseaux. Mais la petite fille était toujours penchée sur son livre, captivée par l'histoire. Est-ce que vous pourriez faire le gros monstre et moi je fais la petite fille? Allez-y. Elle était comme ça, la petite fille, captivée par son livre. Alors, imaginez dans votre tête le plus affreux hurlement, un hurlement. J'ai besoin de vous expliquer c'est quoi un hurlement. Alors, si je dis, imaginez le pire hurlement que vous pouvez entendre d'un monstre, je pense que vous pouvez imaginer c'est quoi un hurlement. Hein? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de hurler sans faire de bruit? Oui, je compte jusqu'à 3 et vous allez hurler sans faire de bruit, OK? 1, 2, 3. Donc, attendez, je vais juste repartir ça. Comme vous avez vu, j'ai travaillé le vocabulaire, j'ai réussi à faire comprendre c'est quoi un hurlement à la classe, sans nécessairement donner une définition. Parce que le vocabulaire, c'est pas juste des définitions, c'est vraiment de vivre les mots et d'être capable de les utiliser. Et puis, les petits, ils ont eu beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le lendemain, après avoir lu le livre en grand groupe, on a fait un rappel de l'histoire et on a fait une activité de création. Et puis, c'est important de réinvestir comme ça, de réutiliser des activités que vous avez faites et puis de les transformer un petit peu. Alors, moi, ce que j'ai demandé à mes élèves, c'est de me faire un dessin de qu'est-ce qui te fait hurler et puis de leur demander si cette histoire avait captivé leur attention. Alors, j'avais travaillé le mot captiver. Dans ma lecture, j'avais travaillé le mot hurler, hurlement avec eux. Donc, c'est tout ce travail-là de la langue qui est très important dans une salle de classe. Alors, des façons de travailler le vocabulaire dans la salle de classe, c'est de faire des lectures multiples du même livre, d'associer des images mentales à un stimulus sensoriel, donc le hurlement, comme dans ma leçon, de faire la connexion avec des expériences qu'eux-mêmes ont vécues, d'utiliser des séries de livres ou des livres même auteurs. Souvent, les séries ont, si c'est choisir de faire les habiletés, apprenant du vocabulaire, de faire des retours fréquents sur les lectures et les activités que vous avez déjà faites. Et c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup travailler avec un tableau interactif. Ce que j'aime du tableau interactif, c'est que ça ne se passe pas. Moi, je garde tout ce que je fais et puis souvent, quand on est en train de faire un retour en arrière, je vais chercher sur le tableau interactif exactement ce qu'on avait mis. Puis là, c'est plus facile pour les élèves d'aller chercher l'information. Alors là, chers amis, il nous reste 10 minutes. Puis j'ai encore je pense que j'ai plus que 2 capsules à faire. Donc, je vais passer vite avec les stratégies d'étayage. Je suis certaine que vous en faites déjà. Ça va vous donner des petites idées.
Alors, j'y vais avec, excusez, je vais juste voir à quelle diapositive je suis rendue. OK, parfait. Désolée de vous avoir sorti de là. Voilà. Donc, les stratégies d'étayage servent à aider nos élèves à comprendre ou utiliser des structures qu'ils n'ont pas encore apprises. C'est une aide qui est temporaire, donc on ne veut pas tout le temps être en train de leur donner du tout cuit dans le bec, mais des fois, on a besoin de leur mâchouiller un petit peu l'information. C'est un input qui est modifié, des gestes, des documents qui vont venir les aider, des routines pour lesquelles ils sont habitués. Un temps d'attente modifié. Souvent, je dis à mes élèves, non, personne ne lève la main, on garde tout le monde la main baissée, je veux que tout le monde pense. Puis là, quand ça fait un petit 20 secondes, c'est long pour eux des fois, mais ça va vraiment en chercher quelques-uns. Là, on lève la main, puis là, on va chercher des questions, des occasions d'interaction nombreuses, encore une fois, et des travaux d'équipe. Alors, dans mes stratégies d'étayage, il y a des outils. Ce que je voulais dire dans les outils, c'est que moi, j'ai toujours une affiche de dépannage. Si vous travaillez des règles de grammaire, ce serait important de les mettre où ils sont accessibles pour vos élèves. Des formules à prise en bloc comme « est-ce que je peux »,« je veux », des choses qui peuvent générer des phrases avec. Des stratégies et conventions de communication et de travail collaboratif. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que l'année passée, j'ai fait un projet de recherche avec une chercheuse de l'Université McGill sur la collaboration entre les élèves. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, là, c'est que finalement, les élèves, ils n'ont pas toujours les habiletés pour travailler ensemble en équipe. Ils savent pas comment s'écouter, ils savent pas comment se parler, ils savent pas comment se faire de la rétroaction. Alors, on a bâti tout un module sur comment travailler en équipe. Puis, à partir de ça, ça a vraiment porté fruit parce qu'une fois que les élèves sont plus conscients, encore une fois, ce mot-là, conscients de comment travailler en équipe, eh bien, ils sont plus efficaces dans leur travail d'équipe. Ensuite, il faut utiliser des formules et répétitions. Je vais vous lire ce que j'ai écrit comme note, là, ça va aller un petit peu vite. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous restez après pour mon Zoom. Les agglomérations, donc les formules, accélèrent le traitement de l'information et communication. Donc, les formules, c'est souvent des phrases qu'on va entendre encore et encore dans la salle de classe, qu'on va leur faire répéter. Comme dans le « est-ce que », au début, les élèves savent pas que c'est 3 différents mots. C'est au fur et à mesure qu'on s'en sert, qu'on les utilise, qu'on les manipule, que les élèves réalisent « Ah, OK, est-ce que… » Et là, je peux faire différentes phrases avec ça. Donc, c'est important de leur montrer comment utiliser les formules et comment bâtir à partir de ces formules-là. Alors, c'est une création interne de règles. Les agglomérations se détachent en segments, sont décortiquées, recombinées selon des règles explicites. Encore une fois, travailler avec l'enseignant. Les formules sont génératrices d'hypothèses d'interlangue, comme le « est-ce que je peux »,« je veux », pendant la fin de semaine, une fois qu'ils ont acquis le pendant la fin de semaine, là, il y en a qui vont dire, est-ce que je peux utiliser pendant la semaine? Est-ce que c'est quelque chose que je peux dire? Alors, c'est quelque chose que moi, je réutilisais beaucoup. Au début de chaque semaine, on parlait toujours de notre fin de semaine, puis on commençait toujours avec pendant la fin de semaine. On a appris à décortiquer ça pour être capable de réutiliser ces mots-là dans d'autres contextes. Ce sont souvent des moyens rapides d'entrer en communication et de générer de nouvelles structures selon les besoins des apprenants. La segmentation des formules, c'est un signe de progression. Et puis, la répétition de ces formules-là facilite la mémorisation et l'automatisme. L'utilisation de la L1, je sais que je n'arrête pas de vous dire que c'est important qu'ils maximisent le français, mais dans certaines circonstances, c'est important d'utiliser la L1 quand ils n'ont pas encore les mots pour le dire en français. Mais est-ce que je veux juste qu'ils me parlent en anglais comme ça? Non, il y a une façon d'utiliser l'anglais et c'est important de leur montrer comment utiliser l'anglais. Ensuite, la rétroaction orale corrective. Il y a un segment plus loin consacré à ce sujet. Mais de toute façon, la rétroaction orale corrective, là, c'est un sujet qui est pas mal gros, qui est pas mal compliqué. Alors,
quitte à ce que je vous fasse un autre webinaire juste sur ça, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Une des stratégies d'étayage qui est très importante, c'est l'hypothèse d'interdépendance des langues de Commons. Donc, ce que Commons, un chercheur, a trouvé ou a hypothésé, je sais que c'est pas un mot, là, mais des fois j'invente des mots, c'est que finalement, les systèmes linguistiques. Oui, je sais, Leslie, il me reste 5 minutes. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. J'espère que tout le monde me comprend quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que la langue maternelle, la langue seconde, ils ont chacun leur sphère, mais que dans le cerveau d'un apprenant, les systèmes linguistiques ont beaucoup de bases qui sont communes. Donc, c'est important d'utiliser ce système commun-là pour être capable de générer et de comprendre un petit peu plus loin quand on est plus habile avec la langue. Je continue à vous parler de ça. La théorie de l'interdépendance des langues de Commons dit que les langues et les apprentissages faits dans l'une ou l'autre langue sont interreliés et se complètent. Ainsi, c'est l'ensemble du répertoire langagier de chaque élève qui se met à sa disposition pour apprendre. Mais il faut donner à nos élèves les stratégies pour qu'ils puissent se servir de ces ressources d'une manière efficace. Les élèves, ils font des comparaisons et des associations de la langue seconde avec leur langue maternelle de façon automatique. Je pense qu'on le fait tous. En leur enseignant des stratégies translinguistiques, nous les aidons vers une réorganisation de leur système linguistique d'une manière autonome et efficace. Alors, c'est important de leur montrer ça. Parce que pour les apprenants en langue seconde, leur langue maternelle peut parfois leur jouer de bien vilains tours avec les faux amis, comme si on prend le mot habileté, ability, ou bien librairie, library en anglais. C'est des mots qui se ressemblent énormément, qui ont les mêmes bases latines ou grecques, mais que finalement, quand tu regardes les définitions dans chaque langue, c'est pas la même chose. Ensuite, l'homonymie. En français, un coin, puis a coin en anglais, c'est vraiment pas pareil. Du pain, pain, grave, grave, il y a des grosses différences. Ou bien un sens trop large, comme le mot connaître. Plusieurs de nos élèves en français disent « Ah, je sais toi » au lieu de dire « je te connais ». Donc, c'est important de leur donner les stratégies pour être capable de faire du sens avec tout ça. Donc, Commons dit que les compétences langagières sous-jacentes n'appartiennent pas à un seul système linguistique. Les élèves font naturellement des liens. Notre rôle, c'est de les aider à les faire de façon efficace. Donc, nous devons enseigner des stratégies translinguistiques explicitement pour qu'elles deviennent implicites au fil du temps. Alors, ils doivent repérer de manière critique et efficace les liens et rapprochements entre les langues. Puis, au fur et à mesure qu'ils utilisent ces stratégies et deviennent conscients des similitudes entre les mots, l'interlangue se réorganise. Alors, on est en train de les aider à sortir toutes les règles erronées qu'ils ont pour remplacer ça avec quelque chose qui a plus de sens et qui va être porteur de sens en tant que tel. C'est-à-dire que ils vont être capables, au fur et à mesure qu'ils l'utilisent, qu'ils sont familiers avec ces stratégies-là, ils vont être capables de les appliquer eux-mêmes de façon autonome. Et c'est ce qu'on veut. On veut mener nos élèves vers un apprentissage autonome de la langue. Donc, les chercheurs Bowers et Kirby ont recommandé qu'on fasse beaucoup d'études de la morphologie. Comme j'ai dit plus tôt, ça aide pour le vocabulaire, mais encore une fois, c'est une stratégie translinguistique. Il y a beaucoup de nos mots en anglais et en français qui se ressemblent beaucoup. Si on regarde les radicaux, des fois, il y a les affixes, donc suffixes, préfixes, qui changent un petit peu, mais si on sait que en français, l'affixe, le suffixe mal, en anglais se traduit avec un, déjà là, ça aide nos élèves à comprendre beaucoup de mots. Malheureux, unhappy. Bowers et Kirby préconisent aussi un enseignement qui augmentera la conscience morphologique des apprenants de façon à favoriser l'apprentissage du vocabulaire de manière autonome. Encore une fois, on est en train de parler de morphologie. Je vais juste passer ça.
Ensuite, des façons d'utiliser la langue maternelle, c'est comme stratégie d'étayage, comme je vous ai dit plus tôt, leur montrer comment se servir de l'anglais pour être capable de générer du français. Et comme ressource systématique, l'étude des familles des mots. Alors, le professeur anglophone, le professeur francophone peuvent travailler les familles de mots en même temps. Puis ensuite, je vais juste terminer avec l'approche intégrée. L'approche intégrée, finalement, c'est de prendre l'expérientiel, de prendre l'analytique, de le mettre ensemble. Vous l'avez vu un petit peu à travers de ma présentation. Il y a beaucoup de façons de travailler la langue. Donc, pour ceux qui veulent rester avec moi, je vais vous montrer d'autres vidéos. Je peux répondre à des questions s'il y en a. Sinon, on va s'arrêter ici.